Maintenant, okay, on va aller voir quelles sont les structures, les outils que les bactéries ont à leur disposition. Puis le premier, c'est les flagelles. Puis je suis certain que sans inciter, disons, sur l'aspect bactérien de la chose, si vous avez parlé d'un flagelle, ça aurait peut-être sonné des cloches dans votre tête. Un flagelle, c'est souvent quelque chose qui permet à une cellule de bouger. Okay? Si on prend chez l'humain, il y a une seule cellule humaine qui possède des flagelles, ce sont les spermatozoïdes. Okay? Bref. Donc, ça sert aux bactéries qui en possèdent de bouger, parce que ce ne sont pas toutes les bactéries qui possèdent des flagelles. 4 types de flagelles. 1, les monotriches. Donc, ici, monotriche, il y a un seul flagelle, okay, à une extrémité. Donc, mono, ça veut dire 1. Pour le amphitriche, et là, je vais vous aider un peu en passant ma grosse face. Okay. Donc, amphitriche, j'ai un flagelle ici, un flagelle là. Donc, j'ai un flagelle à chaque extrémité de la bactérie. Okay? Donc, la bactérie, par exemple, va faire fonctionner son flagelle qui est ici, aller dans une direction, puis faire bouger l'autre flagelle, aller dans l'autre direction. Donc, ça lui permet de changer de direction. C'est quand même pratique, j'imagine, quand on est une bactérie. Je replace ma face à sa place. Ensuite, l'ophotriche. On a plusieurs flagelles à une extrémité. Donc, ça peut être 2, 3, 4 flagelles, mais à une seule extrémité. L'exemple de bactérie qui a des flagelles comme celle-là, c'est H. pylori, une bactérie qu'on peut retrouver dans l'estomac, qui cause des ulcères, entre autres. Et péritriche, péritriche, ça veut dire périphérie. Okay? Donc, si j'ai une bactérie ici, ça a l'air d'un soleil, mais ce n'est pas ça. Okay? Donc, ma bactérie a des flagelles péritriches, donc des flagelles tout le tour. Elle peut se déplacer pas mal n'importe comment. Okay? Et le dernier point ici, c'est plus une anecdote que d'autres choses. Okay? Connaître quel type de flagelle la bactérie a et quelles sont les protéines qui forment ces flagelles-là, ça peut nous permettre d'identifier des bactéries, comme par exemple la bactérie E. coli O157H7, beau petit nom. Le O, c'est dans les lipopolysaccharides. Et le H, c'est une protéine qu'on retrouve dans les flagelles. Donc, par exemple, si on dit par exemple que E. coli, c'est la bactérie qui est ici, donc, si on étudiait les protéines de ces flagelles et qu'on avait le sérotype H7, c'est une indication que la bactérie qui rend, par exemple, le patient malade est une bactérie E. coli O157H7. Cette bactérie-là cause la maladie du hamburger, donc du bœuf haché pas très cuit, et elle va causer des diarrhées sanglantes, donc c'est pas le fun, donc il faut traiter, soigner le patient, traitement antibiotique, etc. Un autre type de locomotion pour certaines bactéries, c'est ce qu'on appelle les endoflagelles ou filaments axiaux. C'est un flagelle qui fait tout le tour de la bactérie. Okay? Donc, comme une espèce de tire-bouchon. Certaines bactéries, donc comme Treponema pallidum, qui cause la syphilis, vont avoir ce flagelle-là. Borrelia burgdorferi, je n'ai parlé tantôt de la maladie de Lyme. Leptospira interrogans, elle qui va causer la leptospirose. Donc, c'est une maladie qu'on va retrouver... en fait, c'est une bactérie qu'on va retrouver dans l'urine de certains animaux, certains rongeurs. Et si vous êtes en contact avec des traces de l'urine, okay, vous pourriez être malade. Voilà. Puis là, je ne suis pas sûr, mais je suis pas mal certain, là. Il y a peut-être une petite erreur, manque peut-être un P juste ici, là, pour leptospira. Pas sûr, à vérifier. L'autre, les fimbriers et les piliers. Okay, c'est deux choses distinctes. Je vais commencer par les piliers parce que c'est peut-être plus facile à imaginer. Les piliers, okay, on le voit bien sur l'image qui est ici, c'est une espèce de tuyau qui va se former entre deux bactéries. Donc, ici, la cellule qu'on appelle la cellule F+, ça c'est pas important, c'est une cellule qui possède peut-être une caractéristique génétique qui lui permet d'être plus résistante aux antibiotiques, qui lui permet d'être plus forte, etc. Comme sa petite amie qui est ici, sa petite collègue, qui, elle, n'a pas cette caractéristique génétique-là qui la rendrait plus forte. Donc, la bactérie, pour aider sa collègue, elle va faire apparaître ce pili-là, qui va relier les deux bactéries, et elle va lui envoyer de l'information génétique par ce pilus-là. OK? Donc, la bactérie qui est à gauche, éventuellement, va développer cette caractéristique-là importante et ça va l'aider. Okay? Donc, un pili, dans le fond, à quoi ça sert?
c'est de transmettre de l'information génétique d'une bactérie à une autre. Voilà. Donc ça, c'est pour le pilus ou les pili. L'autre chose dont je vais vous parler, ce sont les fimbriers. Donc on le voit un petit peu ici sur l'image. Donc les fimbriers, pour vous simplifier la vie, là, vous voyez les fimbriers comme étant comme des petits poils de velcro, okay? Comme des petits crochets qui vont aider la bactérie à s'accrocher à une surface. Donc, ça peut être sur une dent, ça peut être sur des appareils dentaires, okay? Ça pourrait être ailleurs dans l'environnement, mais bref, ça a un rôle d'adhérence. Il y a un exemple que je veux mentionner qui est assez important, c'est la bactérie Bordetella pertussis qui cause la coqueluche. Okay? Cette bactérie-là donc possède des fimbriers et c'est son principal outil pour être pathogène, pour rendre la personne vraiment malade. Okay? Et là, si vous me donnez 2 secondes, je vais vous faire un petit dessin. Donc, dans vos voies respiratoires, okay, vous avez, surtout dans les voies respiratoires supérieures, vous avez des petits cils, des petits poils. Okay? Puis quand il y a des poussières qui rentrent dans vos voies respiratoires, que ce soit une poussière de n'importe quoi, okay, des bactéries, des mycètes, peu importe, si ça va irriter ces petits poils-là, normalement, vous allez tousser. Je devrais mettre mon coude, n'est-ce pas? Okay, mais puisque vous n'êtes pas là, c'est pas trop grave. Donc, on va tousser et ça va repousser les poussières, les débris, etc. vers l'extérieur. Là, ce qui arrive, okay, avec la coqueluche. Donc, la coqueluche, j'ai mes petites bactéries qui sont là, avec leurs petits crochets, donc avec leurs petits fimbriers. OK? Et là, donc là, par exemple, la personne doit inhaler ces bactéries-là. Donc, quelqu'un qui a déjà la coqueluche tousse en présence d'un bébé, souvent, c'est ça qui va arriver. OK? Et là, ça, je m'excuse encore une fois, ce sont les cils, okay, qu'on retrouve dans vos voies respiratoires. Là, les bactéries vont venir se coller là-dessus avec leurs petits fimbriers, puis elles vont s'accrocher fermement sur les cils, okay, avec leurs fimbriers, et même si la personne tousse, les bactéries ne seront pas délogées. Okay? Donc là, vous allez tousser de plus en plus fort pour les éliminer, tellement fort que vous allez en avoir mal aux côtes, et les bébés qui ont ça poussent tellement fort et leurs os ne sont pas super résistants encore. Parfois, dans les pires cas, ça peut fracturer des côtes. Fait qu'imaginez déjà tousser sans arrêt, puis tousser fort, ça peut être douloureux, fatigant. Fait qu'imaginez tousser sans arrêt avec une côte de fracturée, ça ne doit pas être le fun non plus. Okay? On peut vacciner contre la coqueluche. Okay? Et là, par exemple, quand on vous donne un vaccin, okay, c'est quoi qu'on va vous injecter quand on vous donne le vaccin contre la coqueluche? Ce n'est pas nécessairement la bactérie en entier, c'est qu'on va prendre juste des fimbriers, donc des petits poils. On va vous injecter ça. OK? Là, je vais me faire un petit peu de place sur mon dessin. OK? Donc, ce qui va arriver, je vais même changer de couleur, quand on injecte les petits poils, les petits fimbriers dans le vaccin, votre corps va produire des anticorps. Okay? Un anticorps, c'est une protéine qui a vraiment un aspect un petit peu, je vais le faire dans l'autre sens, là, de Y. Les anticorps qui vont être produits suite à l'administration du vaccin vont reconnaître ce qu'on vous a injecté, donc vont reconnaître les fimbriers et vont venir se coller dessus. Et là, donc si vous avez une bactérie avec ces fimbriers qui est ici, donc elle vient de rentrer dans votre corps, mais vous avez été vacciné, donc vos anticorps vont venir neutraliser la bactérie et vont empêcher la bactérie de venir s'attacher sur les cils respiratoires et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'éliminer. Donc, ça vous protège contre la coqueluche d'avoir des anticorps protecteurs comme ça, anticorps qui ont été produits grâce à la vaccination. Et pour protéger les nouveau-nés, ce que l'on fait, okay, souvent, c'est qu'on peut vacciner ou revacciner une femme enceinte parce que la femme enceinte peut envoyer ces anticorps-là via le placenta. Donc, le bébé va naître avec des anticorps qui ont été produits par sa mère et ça va protéger le bébé pendant les premiers mois suivant sa naissance. Parce qu'un vaccin contre la coqueluche, oui, on peut le donner au bébé, mais on ne peut pas le donner avant un certain temps. Mais le bébé pourrait attraper la coqueluche dans les premières semaines de sa vie. Donc, si on a vacciné la mère et que la mère transmet ces anticorps-là à son enfant, bien, ça va le protéger
le temps dont on a besoin pour vacciner lui-même l'enfant et il va à ce moment-là produire ses propres anticorps et il va être protégé lui-même. Voilà, donc février. Si vous ne savez pas c'est quoi la coqueluche, okay, je vais vous montrer une petite vidéo, juste un extrait. Ce n'est pas une vidéo le fun à voir ni à entendre. Okay? Moi, à chaque fois que je regarde ça, ça vient me chercher, ça me fait de la peine parce que c'est une maladie qui peut être évitable, okay? Par la vaccination. Puis il y a des parents, malheureusement, pour diverses raisons, diverses croyances, qui vont préférer ne pas faire vacciner leurs enfants. Okay? Et quand vous allez voir peut-être la conséquence de la coqueluche chez un jeune enfant, ben, vous allez voir que ça vaut la peine de faire vacciner. Là, écoutez la toux chez cet enfant-là. Là, présentement, l'enfant n'est pas capable d'inhaler, de respirer. Là. Vous allez l'entendre quand on va prendre une respiration, ça va sciller. Là, vous voyez, elle a pris une petite inspiration. Okay? Ça fait 2 inspirations en quelque chose comme 20 secondes. Okay? Fait que l'enfant a de la difficulté à respirer, tout ça à cause de bactéries, de coqueluches qui s'en prennent à ses cils respiratoires, puis ça crée plein d'inflammations, donc c'est très problématique. Donc, il faut traiter l'enfant avec des antibiotiques, aider l'enfant à respirer. Donc, ici, on a l'oxygénation. Okay? Donc, on administre de l'oxygène plus concentré à l'enfant pour l'aider. Okay? Donc, écoutez, c'est pas le fun. Là. Je vais arrêter la vidéo. Vous comprenez le principe. Donc, tout ça, c'est dû à cause des petits févriers qu'on trouve chez certaines bactéries. La région nucléaire, là je parle de région nucléaire et non pas de noyau, faites attention. Donc les bactéries, encore une fois, ils sont prokaryotes, donc ils n'ont pas de noyau, mais ils ont de l'ADN. Là, si on voit la diapo suivante, ce que l'on voit ici, donc tout ça, c'est la bactérie. Ce que vous voyez en espèce de doré ici, ça c'est le génome de la bactérie, c'est son ADN. Okay? Et c'est un chromosome circulaire, comme ça. Nous, on a l'être humain, on en a 46 chromosomes. Les bactéries en ont seulement un. Nos chromosomes à nous sont linéaires, donc c'est vraiment comme des petits segments indépendants, tandis que la bactérie, c'est un chromosome qui est circulaire. Tantôt, je parlais du plasmide, on le voit ici. Donc, certaines bactéries en ont, certaines n'en ont pas. Okay? Si vous vous rappelez, là, quand les bactéries communiquent avec un pilus, donc c'est ça ici, okay, qui traverse et qui s'en vient ici, puis qui donne à la bactérie les caractéristiques importantes retrouvées sur le plasmide. Et là, si je reviens ici, donc l'ADN bactérien, long filament simple circulaire, et pour l'être humain, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un type d'antibiotiques qu'on appelle les fluoroquinolones, qui sont des antibiotiques qui nuisent à la synthèse de l'ADN bactérien. Il y en a peut-être qui connaissent cet antibiotique-là, s'il y en a peut-être qui travaillent dans des pharmacies, vous avez peut-être déjà pris cet antibiotique-là. C'est de la cipro, okay, ou ciprofloxacine. Cet antibiotique-là, son intérêt, c'est qu'on va dire que c'est un antibiotique à large spectre, donc il peut tuer autant les bactéries Gram+ que les bactéries Gram-, parce que ce n'est pas un antibiotique qui s'attaque aux peptidoglycanes comme le faisait la pénicilline, mais c'est bien un antibiotique qui attaque la synthèse de l'ADN. Moi, j'ai déjà pris cet antibio-là quand je suis allé en voyage. Souvent, si vous partez en voyage, puis dans des régions un petit peu plus exotiques, tropicales, puis parfois loin d'un centre médical ou quoi que ce soit, vous pouvez demander à votre médecin un antibiotique prophylactique ou un antibiotique, disons, d'urgence. Donc, si vous tombez malade, vous n'avez pas d'autre moyen de vous soigner, donc vous pouvez le prendre. Moi, je suis allé à plusieurs reprises dans des pays, Pérou, Guatemala, où j'ai eu des prescriptions comme celle-là. Puis il y a juste à une reprise où j'ai dû le prendre, mon antibiotique, parce que j'ai commencé à avoir, on va dire, une petite diarrhée du voyageur, là, un petit problème technique. Puis en prenant ma cipro, ça a réglé le problème. Mais cet antibiotique-là, c'est pas quelque chose à prendre comme des bonbons, je vais en glisser un mot, là, parce que ça peut entraîner des problèmes articulaires, des problèmes même au niveau du système nerveux. Donc, vous le prenez seulement quand vous en avez vraiment besoin. Pour ce qui est du plasmide, là, vous avez des petites lignes, fait que je vous invite à prendre la définition que je vais vous dire. Donc, un plasmide, c'est un ADN circulaire indépendant. Donc, ADN circulaire indépendant, souvent porteur d'un gène de résistance. Donc, si on va sur l'image ici, donc on a un ADN circulaire indépendant, donc ça veut dire qu'il n'est pas lié au chromosome initial.
Puis quand je dis qu'il est souvent porteur d'un gène de résistance, c'est que l'information génétique, par exemple, qu'on pourrait retrouver sur ce segment-là du plasmide, mais peut-être qu'il code pour une protéine qui permet de faire sortir des substances problématiques pour la bactérie. Par exemple, supposons que mon étoile qui est là, c'est un antibiotique. Okay? L'antibiotique rentre dans la bactérie, mais la protéine qui est là, c'est ce qu'on appelle une pompe à reflux. Donc, cette protéine-là, qui a été construite grâce à l'ADN présent dans le plasmide, cette pompe à reflux-là, ça c'est un F, donc sert à prendre l'antibiotique et à l'expulser. Donc, la bactérie devient maintenant résistante à l'antibiotique parce qu'elle a une pompe qui expulse l'antibiotique comme tel. Là, rappelez-vous, si le plasmide a été transmis à une autre bactérie, cette autre bactérie-là a aussi la capacité de faire la même protéine. Et si un antibiotique arrivait ici, entrait dans la bactérie, bien, la bactérie pourrait l'expulser. Donc, un plasmide, ADN circulaire indépendant, souvent porteur d'un gène de résistance. Donc, le téléphone sonne, c'est merveilleux. Donc, des plasmides, on en retrouve chez certaines bactéries, comme Streptococcus pyogenes, la mangeuse de chair. Okay? Vous pourriez avoir sur votre peau des bactéries de type Streptococcus pyogenes, mais si elles ne possèdent pas de plasmide, elles ne détruiront pas vos tissus, elles ne vont pas vous bouffer une jambe, un bras ou quoi que ce soit. Okay? Puis le dernier point, là, les plasmides utilisés en recherche biotech, sachez que c'est un outil qu'on peut utiliser parce qu'on pourrait, nous, utiliser les plasmides, puis mettre un gène qui nous intéresse dedans, donner ça aux bactéries pour qu'elles produisent ce que l'on souhaite. Exemple. Supposons que donc j'ai ma bactérie ici et elle a un plasmide, okay, un gros plasmide. Moi, ce que je pourrais faire, c'est que dans le plasmide, je pourrais venir insérer un gène d'insuline. C'est un exemple. Okay? La bactérie, à ce moment-là, je lui donne le plasmide qui contient le gène d'insuline. Puis l'insuline, peut-être que vous le savez, donc c'est une hormone que notre corps produit pour régler notre glycémie. Okay? Puis quand vous êtes diabétique, c'est parce que vous n'avez pas la capacité d'en produire suffisamment, surtout le diabète de type 1. Donc, si je prends ça, mon plasmide qui est là, je le donne à une bactérie, mais la bactérie va faire, on va dire que la pénicilline, c'est les petites formes que je fais là, va faire de la pénicilline, puis moi, je pourrais récupérer la pénicilline, pas la pénicilline, pardon, l'insuline. Donc, la bactérie pourrait produire de l'insuline à cause de l'information génétique que je lui ai donnée par ce plasmide-là, produire les molécules d'insuline que moi, je récupère par la suite, puis je donne ça aux personnes diabétiques pour les aider à gérer leur glycémie. Donc, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire en biotech, mais c'est peut-être un exemple farfelu. Il y a d'autres options ou d'autres choses qu'on peut faire avec des plasmides en biotech. Donc, voilà pour ça. Les ribosomes, leur rôle, puis des ribosomes, vous en avez. Vos cellules en possèdent. Les ribosomes, leur rôle, c'est de fabriquer des protéines. Donc, fabrication des protéines ou synthèse des protéines. Dans le fond, les ribosomes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent de l'information sous forme d'ARN messager. Donc, on le voit ici, là, sauf qu'il est écrit en anglais, mRNA. Donc, ARN, en français, ce serait ARN, petit m, messager. Donc, on prend cette information-là et à partir de ça, bien, on va fabriquer une protéine. Ce que vous voyez ici, là, c'est la protéine qui est fabriquée à partir de l'information qui est là. Dans le fond, votre ARN messager, c'est comme un livre d'instructions qui dit au ribosome quoi insérer ou comment fabriquer la protéine. Okay? Donc, vous avez des ribosomes qui font des protéines, les bactéries en ont aussi. Il y a certains antibiotiques qui viennent se lier directement sur le ribosome et lui nuisent. Mais là, je viens de vous dire que vous en avez et que les bactéries en ont. Donc là, si je prends cet antibiotique-là, les aminoglycosides, chloramphénicol, érythromycine, tétracycline, ce sont des antibiotiques qui bloquent le ribosome. Mais pourquoi ça ne bloque pas la synthèse de mes protéines? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ribosomes bactériens sont plus petits et ont une forme différente des nôtres, okay, des ribosomes humains. Donc, quand on prend ces antibiotiques-là, on va laisser les ribosomes humains tranquilles, mais on va venir bloquer l'activité des ribosomes bactériens, et à ce moment-là, les bactéries vont mourir. Donc, ces antibiotiques-là ont une importance, okay? Et heureusement pour nous, les ribosomes bactériens sont plus petits, plus différents un petit peu au niveau de la forme des nôtres. Donc, l'antibiotique bloque
le ribosome bactérien, mais n'a aucun effet sur le ribosome humain. Les endospores, j'en ai parlé un petit peu tantôt quand j'ai parlé de Bacillus anthracis. Okay? On le voit un petit peu là, sur l'image à gauche. Donc, certaines bactéries, okay, surtout du genre Bacillus et Clostridium, vont pouvoir produire ces endospores-là. Donc, si je place ces bactéries-là dans un environnement qui est hostile, donc trop froid, trop chaud, pas d'eau, pas de bouffe, manque d'espace, peu importe, ces bactéries-là vont, on va dire, se mettre un peu en hibernation, mais dans une structure super résistante. Okay? Donc, la bactérie va prendre tout ce qui lui est essentiel, okay? Son génome, quelques protéines, quelques enzymes, et va former une structure rigide résistante. C'est ce qu'on appelle l'endospore. Quand l'endospore, par la suite, va retrouver les conditions idéales, bien là, l'endospore va reprendre une forme bactérienne normale. Il y a des exemples okay, de bactéries assez connues qui font ce phénomène-là. Donc, j'ai parlé de Bacillus anthracis, l'anthrax. Vous êtes trop jeune pour vous en rappeler, mais quand il y a eu le 11 septembre 2001, okay, les États-Unis, tout le monde se rappelle, peut-être l'image que vous avez, c'est les deux tours du World Trade Center qui ont été attaqués par des avions, ça s'est écroulé, c'était épouvantable. Mais pendant la même période, d'autres actes terroristes d'une autre stratégie ont été employés. Il y a des journalistes, des gens en politique qui ont reçu une enveloppe. Okay? Et dans cette enveloppe-là, il y avait une petite poudre blanche. Donc, tu ouvres l'enveloppe, il y a de la poudre qui sort, puis là, toi, tu respires ça. En fait, pas toi, okay? Mais la personne respire ça. Puis, cette petite poudre-là, c'était des endospores. Donc, c'était des millions de petites molécules comme celle-là. Mais quand vous les inhalez, ces molécules-là, okay? Ces endospores-là, bien, ça monte dans vos voies respiratoires. Okay? Et qu'est-ce qui arrive? Bien là, vos voies respiratoires, c'est 37 degrés Celsius. L'humidité, la bouffe, c'est vous, la bouffe. Donc, les bactéries vont reprendre leur forme et vont attaquer les tissus. Et il y a des personnes qui sont mortes de ça. Okay? Donc, ça, c'était pour Bacillus anthracis. D'autres exemples là, liés aux endospores, Clostridium, une bactérie peut-être que vous connaissez. On en entend parler parfois à la télé. Là. À la télé, ils vont l'appeler la C difficile, mais en vrai, il faudrait dire Clostridium difficile. Okay? Donc, cette bactérie-là peut causer des maladies graves au niveau digestif. Donc, ce qui arrive, vous avez cette bactérie-là dans votre gros intestin. Quand vous allez à la selle, donc vous libérez des excréments, ces bactéries-là, Clostridium difficile, si vous en avez dans votre tube digestif, okay, ces bactéries-là n'aiment pas l'oxygène. Dans votre gros intestin, ce n'est pas un problème, il n'y en a pas d'oxygène ou très, très peu. Okay? Mais lorsque ces bactéries-là quittent votre corps et se retrouvent dans l'environnement, et surtout si vous flushez la toilette et vous ne fermez pas le couvercle, bien, ces bactéries-là vont se retrouver dans l'environnement et là, puisqu'il y a de l'oxygène dans l'environnement, bien, la bactérie va faire son endospore. Puis quand l'endospore se dépose sur une surface, bien, il va être très résistant. Il va être résistant aux produits nettoyants, il va être résistant à la chaleur, à plein de choses. Okay? Donc, si ça se dépose, imaginez là, vous allez aux toilettes, ou quelqu'un qui est malade, par exemple, à l'hôpital, va aux toilettes, flush. Les bactéries qui sont dans la cuvette, ça, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais quand on flush une toilette, il y a plein de bactéries qui sont libérées de la toilette et qui se redéposent partout ailleurs. Fait que là, la personne flush. Il y a des bactéries qui sont projetées dans les airs, qui vont se déposer sur le siège, sur peut-être le robinet qui est juste à côté, sur la poignée de porte, sur le plancher, etc. La bactérie n'aimera pas la présence d'oxygène, donc elle va faire ses endospores. Vous arrivez dans la même salle de bain par la suite, vous touchez la poignée de porte, vous touchez le robinet, okay, ou peu importe, vous touchez un objet qui est contaminé par ces endospores-là. Vous ne lavez pas les mains correctement, vous mettez vos mains dans votre nez, dans votre bouche, vous avalez l'endospore. L'endospore survit à l'acidité de votre estomac et une fois dans votre gros intestin, reprend la forme normale. En reprenant la forme normale, si vous n'avez pas une microflore en santé, bien, vous pourriez avoir un problème, donc une infection à Clostridium. Puis ces infections-là, dans les pires cas, pour des personnes plus fragiles, plus vulnérables, donc entre autres les personnes âgées, ça peut être mortel. Okay? Donc, endospore, c'est un problème pour les bactéries qui en produisent, mais encore une fois, c'est assez limité les bactéries qui peuvent en faire. Les Rickettsia, rapidement, ce sont des bactéries qui ont une particularité, c'est que ce sont des bactéries qui vivent dans des cellules. Okay? Donc ici, par exemple, on voit deux cellules humaines. Les Rickettsia, les bactéries comme telles, ce sont les petits points, on va dire, violacés, roses qui sont à l'intérieur. Okay? Donc ces bactéries-là, un peu comme des virus, doivent être absolument
dans une cellule pour survivre. Ces bactéries-là, comment elles sont transmises? Bien, c'est souvent suite à la piqûre d'un insecte. Okay? Donc, ça peut être une tique que l'on voit ici. Celui-là ici, il est pas mal plus gros qu'en réalité, c'est un acarien. Okay? Dans votre lit, il y a plein d'acariens. Ça ne veut pas dire que les acariens dans votre lit ont des rickettsis dans leur bouche, puis quand ils vont vous piquer ou s'ils vous piquent, ils vont vous rendre malade. Okay? C'est seulement dans certaines régions du monde où on retrouve ces bactéries-là. Et l'autre, c'est celui qui est ici, les poux. Okay? Donc, les poux qui sont eux-mêmes contaminés, donc pourraient, lorsqu'ils s'abreuvent de votre sang, vous transmettre ces rickettsis-là. Les rickettsis causent deux maladies, entre autres le typhus. Le typhus, c'est une maladie qui a causé déjà des problèmes au Canada il y a quelques, on va dire, peut-être au siècle dernier, puis avant ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux contrôlé, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des petites épidémies de temps en temps, ou du moins là, quelques cas, sans parler d'épidémie. Et aussi de la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, okay, qui ressemble un petit peu à ça. Donc, ça fait des petites lésions sur la peau. Okay. Donc, souvent, ce sont des insectes qui sont retrouvés plus dans l'Ouest américain, l'Ouest canadien, là, qui vont posséder ces bactéries-là. Donc, ça, c'est un peu, encore une fois, des symptômes au niveau cutané. Les chlamydiés, okay, qui peuvent causer des chlamydia, c'est le même principe, ce sont des bactéries intracellulaires. Les deux formes ici, là, pas besoin de savoir ça pour l'examen. Chlamydia, okay, on associe ça beaucoup à une ITSS, donc une infection des organes génitaux transmise sexuellement ou par le sang. Mais savez-vous aussi que des bactéries de type chlamydia causent ce qu'on appelle le trachome et ça peut entraîner la cécité. C'est une des plus importantes causes de la cécité dans le monde, une infection à chlamydia. Okay? Donc, ce n'est pas juste une ITSS, ça peut aussi causer des problèmes. Mais rickettsia et chlamydia, ce que je veux vous retenir surtout, c'est ça ici. Ce sont des bactéries intracellulaires. Donc, ce sont des bactéries qui, pour survivre, doivent se retrouver dans des cellules. Maintenant, allons plus au niveau de la bouche. Okay? Donc, les principales bactéries buccales, en particulier les streptocoques. Okay? Rappelez-vous de ça ici. Ça fait partie du microbiote commensal. On a vu ça dans le premier chapitre. Une bactérie commensale, c'est une bactérie qui profite de vous, mais qui ne va pas nécessairement vous causer de problème en temps normal. Okay? Donc, les streptocoques sont des bactéries commensales de la bouche et des voies respiratoires. C'est quand même une bactérie sur 5 dans votre bouche, des streptocoques. Okay? Il y en a beaucoup. Ça joue un rôle important dans la formation de la plaque dentaire. Vous pourrez aller jeter un œil là, sur l'article qui est ici. Deux espèces, donc Streptococcus mutans et Streptococcus sobrinus, okay, sont impliqués dans le processus du développement de la carie. Okay? Donc, streptocoques, ces deux streptocoques-là, plus d'autres bactéries, lorsqu'on va leur donner du sucre, okay, vous mangez du sucre ou quoi que ce soit, elles vont prendre ce sucre-là et libérer des déchets acides. Et ce sont ces déchets acides-là qui vont venir attaquer l'émail, puis ultimement vont finir par créer une carie, si et seulement si vous ne prenez pas le temps de bien nettoyer vos dents, vous êtes chez le dentiste, etc., pour en éliminer une bonne partie. Okay? Et Streptococcus mutans, une chose importante, on va faire un lien avec ce qu'on a vu précédemment, donc possède un glycocalyx, et ce glycocalyx-là leur permet d'adhérer, justement, de se coller sur les dents. Okay? Et chose importante ici, okay? On va faire un lien entre une infection ou la présence de bactéries au niveau buccal et une infection ailleurs dans le corps. Okay? La maladie qu'on appelle une endocardite. Regardez bien. Si vous avez, par exemple, une blessure dans la bouche, okay? Vous avez reçu un coup, quelqu'un qui, je ne sais pas moi, joue au hockey ou vous jouez au baseball, vous avez reçu la balle sur la bouche, il y a des lésions, ou ça pourrait être vous faites arracher vos dents de sagesse, vos parents qui se font enlever des dents, bon, en tout cas, peu importe l'intervention, il y a une lésion. La bactérie pourrait entrer par cette lésion-là, circuler de la bouche par le sang jusqu'à votre cœur, okay, et causer une endocardite. Donc, les bactéries pourraient se coller sur certaines structures de votre cœur, s'y développer et nuire au fonctionnement de votre cœur jusqu'à un certain point où ça pourrait vous tuer. Okay? Certaines personnes, okay, qui subissent une intervention au niveau de la bouche, donc se faire poser des implants dentaires, se faire arracher des dents, si on sait que ces personnes-là ont une prédisposition cardiaque, okay, donc ont un problème connu, on pourrait leur donner un antibiotique de façon prophylaxique, donc un antibiotique qu'on donne par précaution avant l'opération. Donc, la personne prend son antibiotique avant de se faire opérer, donc ça élimine les bactéries potentiellement dangereuses.
on opère la personne, donc on enlève les dents ou on pose la prothèse ou les implants ou peu importe. Et à ce moment-là, donc, on limite de beaucoup les chances que les bactéries quittent la bouche et par le sang atteignent le cœur. D'ailleurs, ici, là, je vous donnais à titre indicatif et informatif seulement, okay, quels sont les traitements qu'on peut donner en prophylaxie à une personne là, pour prévenir un problème ou une infection de type d'endocardite. Donc, vous avez là, c'est quoi la situation, quel type d'antibiotique on donne, quel dosage, parce que ce n'est pas le même dosage pour un adulte ou un enfant. Est-ce que ça va être intramusculaire, intraveineux, etc. Donc, il y a plein de circonstances ou de types de façon d'administrer l'antibiotique dont on doit tenir compte. Donc, ça, c'est plus le travail du dentiste comme tel, mais que vous soyez conscient de ça, consciente, c'est une bonne chose. Autres bactéries qu'on trouve beaucoup dans la bouche, ce sont les lactobacilles, lactobacillus. Donc, on a ça, les lactobacillus, c'est normal d'en avoir dans la bouche parce qu'il y en a partout dans notre environnement. Tout ce que l'on mange, ou presque, okay, surtout les fruits et légumes frais, du chou, peu importe, il y en a dedans. Okay? Fait que dès que vous mangez ça, même si vous prenez le temps de laver là, votre pomme ou quoi, il y a souvent des bactéries quand même qui vont être dessus. Donc, vous mangez ça, ça colonise votre bouche, puis c'est normal, c'est pas la fin du monde. Okay? Donc, ça fait partie du microbiote normal de la bouche. Colonise au cours des premières années de la vie, dans le fond, surtout lors de l'arrivée des premières dents. Parce que quand le bébé naît et qu'il n'a aucune dent, ces bactéries-là, lactobacillus, ont besoin d'autres bactéries pour s'implanter dans votre bouche. Okay? Regardez le point qui est ici. Là. Donc, leur niveau d'adhérence, donc la bactérie elle-même, lactobacillus, ne peut pas très bien s'accrocher sur la gencive ou ailleurs dans votre bouche. Donc, elle, ce qu'elle va faire, okay, c'est qu'elle va profiter de l'arrivée des dents, okay, et de la forme des fois des dents particulières, surtout les molaires. Okay, donc, elle va aller s'insérer dans ces endroits-là, donc soit dans des trous, si vous avez des appareils dentaires. Okay, moi, j'ai déjà eu des broches, puis là, j'ai encore des fils dentaires, donc c'est un bon spot où les bactéries vont aller s'attacher. Et des fois, le lactobacillus peut aussi profiter du fait que certaines bactéries, elles, adhèrent bien à la dent. Okay, donc, par exemple, il pourrait y avoir une bactérie ici, je ne sais pas moi, peu importe, là, qui se colle sur cette dent-là. Là. Donc, la bactérie qui est ici, elle se colle toute seule, mais lactobacillus, elle, pourrait décider que, ah ben tiens, moi, je vais me coller sur cette bactérie-là. Okay? Puis, l'ensemble de tout ça finit par créer un biofilm, peu importe. Donc, cette bactérie-là peut s'installer. La croissance de lactobacillus va être favorisée si vous mangez beaucoup de sucre. Okay? Finissez un repas avec un dessert, vous avez des boissons gazeuses tout le temps dans la bouche, Gatorade, des bonbons, peu importe, votre café, juste un café, vous mettez du sucre dedans, c'est plein de façons de stimuler la croissance de ces bactéries-là. Si vous avez un pH salivaire acide, okay, donc un peu acide, ça va favoriser la croissance de lactobacillus parce que ce sont des bactéries qui tolèrent les pH un petit peu plus acides. Normalement, votre pH salivaire devrait être près de la neutralité, mais plus on laisse les bactéries dégrader les sucres, plus le pH ou l'acidité va augmenter, donc le pH, lui, va diminuer. Parce que si vous ne connaissez pas le pH, là, par exemple, pH de 12, pH de 7, puis on va dire pH de 2, là, peu importe. Donc ça ici, ça serait basique. pH de 7, ça serait neutre. Puis en bas de 7, ça devient acide. OK? Donc, si on se retrouve à un pH d'environ 6, donc on est clairement dans l'acidité et c'est souvent dû à la présence de bactéries qui vont dégrader les sucres. Qu'est-ce qui peut favoriser aussi la croissance de lactobacillus? C'est si vous avez une production de salive qui peut être faible, okay? Ce qu'on appelle l'hypocyalie. Donc, vous produisez peu de salive et ça peut entraîner ce qu'on appelle la xérostomie ou la sécheresse buccale. L'hypocyalie, xérostomie, ça peut être dû à des facteurs génétiques, ça peut être dû à la prise de médicaments. Donc, il y a plein de facteurs qui pourraient faire en sorte que vous n'avez pas beaucoup de salive. Exemple, lorsque j'ai été opéré pour mon genou, mon tendon d'Achille, on m'a endormi et souvent l'anesthésie générale comme ça va provoquer de la xérostomie. Donc, quand je me suis réveillé suite à mes opérations, ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que quand on est opéré, il ne faut pas avoir mangé depuis plusieurs heures. Donc, supposons que j'arrête de manger là, à minuit moins une, je ne mange plus. Je me fais opérer seulement à 3 heures le lendemain, 3 heures de l'après-midi, mais je n'ai pas mangé pendant 15 heures. Okay?
Fait que là, je me fais opérer, je me réveille, tout va bien, mais là, il est rendu peut-être 5-6 heures, puis là, je commence à avoir faim. Okay? Mais là, le paradoxe là-dedans, c'est que le médicament qu'on m'a injecté pour m'endormir cause de la xérostomie, donc je n'ai pas beaucoup de salive. Et essayer de manger sans avoir de la salive, c'est assez atroce. Puis moi, j'ai eu la très mauvaise idée une fois de me faire des toasts au beurre d'arachide après avoir eu un traitement comme celui-là, parce que je me suis dit, bon, j'ai faim, ça va être vite de faire des toasts. Mais manger des toasts, donc du pain sec, sans salive, avec du beurre de pinot qui est comme collant, ça a été une catastrophe. Ça m'a pris, je pense, 5 minutes à avaler chaque bouchée, parce que la salive, normalement, devrait dissoudre, dégrader le pain. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de salive, ça n'aide pas. Mais bref, pas beaucoup de salive favorise la croissance des lactobacilles. Puis, généralement, donc, ce sont de bonnes bactéries, ce qu'on appelle les probiotiques. Donc, vous pouvez en trouver dans divers produits alimentaires, dans les choucroutes, dans le yogourt, etc. Mais elles peuvent être impliquées dans le processus carieux. Donc, il faut entretenir encore une fois nos dents. Donc, ce sont des bonnes bactéries au niveau du tube digestif, mais dans la bouche peuvent causer des problèmes. Ici, donc, encore une fois, la présence de bactéries, d'acidité, de sucre et un peu de temps, tous des facteurs qui favorisent l'apparition de caries. Voilà. Actinomyces, un autre genre bactérien. Donc, lui aussi fait partie du microbiote commensal de la bouche, des poumons, de l'intestin et du vagin chez la femme. Dans la bouche, donc dans les biofilms dentaires, surtout au niveau de la région sous-gingivale. Donc, on va retrouver ces bactéries-là. Je fais du rouge sur du rouge, donc dans cette région-là ici. Okay? Puis, ce qu'elle peut provoquer souvent, ce sont des abcès. Okay? Elle va causer des abcès, puis elle va causer beaucoup de problèmes actinomyces au niveau de la gencive. Okay? Donc, on pourrait avoir des problèmes au niveau de récession gingivale, etc., donc des problèmes parodontiques. Donc, on les voit encore une fois ici, donc une carie radiculaire, okay? Donc attaque de la gencive, puis on peut avoir des problèmes à ce moment-là. Les autres genres bactériens, okay, je les nomme, mais pas besoin d'apprendre tout ça, là, okay, qu'on peut retrouver dans la bouche. Donc, Porphyromonas, Prevotella, Capnocytophaga, Fusobacterium, Treponema, ce sont toutes des bactéries qu'on peut trouver dans la bouche. Et regardez ici, là. Imaginez que j'ai la dent qui est ici. Et ça, c'est toutes les bactéries qui peuvent se regrouper et former un beau gros biofilm. Okay? Donc, souvent, un biofilm, ce n'est pas juste un type de bactérie, c'est une collection de bactéries qui vous rendent malade. Par la suite, là, j'ai juste fait une liste de bactéries d'importance médicale. Si vous voulez en connaître plus sur les bactéries, Bacillus anthracis cause l'anthrax, Bordetella pertussis, c'est la coqueluche. Les Clostridium difficile, problèmes digestifs, tétanie, cause de tétanos, perfringens, ça c'est la gangrène. Botulinum, on va en reparler plus tard, mais ça cause le botulisme, entre autres, une maladie peut-être mortelle. La diphtérie, bref. Okay. Allez fouiller par curiosité. Vous en avez eu en masse aujourd'hui, de toute façon. Renforcement des acquis, c'est la fin du chapitre. Donc, si vous avez accès à un manuel comme celui-là, lire le chapitre 3 du Tortora, répondez aux questions du cahier d'exercice qui est situé à la fin de votre document papier. Un petit vidéo que je vous invite à aller voir pour faire un résumé des structures bactériennes. Puis, répondez aux questions qui sont là. Parfois, dans les examens, je suis paresseux, puis je pourrais reprendre intégralement ces questions-là, puis les mettre à l'examen. Les deux autres, c'est des applications cliniques. Ça aussi, ça pourrait être des questions d'examen. Peut-être pas celle-là exactement, mais je veux que vous preniez le temps de les regarder. Puis lorsqu'on pourra se parler en personne, on fera un Zoom ou quoi que ce soit, on pourra revenir sur ces mises en situation-là. Mais essayez de les lire, puis essayez de trouver des explications à ce qui se passe là-dedans. Et pour terminer, il y a le glossaire. Okay? Regardez tout le vocabulaire, tous les termes assez particuliers, spécifiques aux bactéries ou à d'autres trucs qu'on a vus pendant ce cours-ci. Donc, je vous en prie, prenez le temps de faire le glossaire. Je sais que ce n'est peut-être pas l'activité la plus stimulante, mais ça va vous aider à comprendre les mots, à acquérir ce vocabulaire-là. Donc, ça va être plus facile pour vous de faire l'examen par la suite. Donc, on a bien travaillé aujourd'hui. Prenez le temps de réécouter la capsule plusieurs fois si besoin est. Okay? Puis ne vous gênez pas si vous avez des questions. Je vais toujours être là pour y répondre. Ça va toujours me faire plaisir. Bonne fin de journée.